Bienvenue à tous dans Politique Éco. Aujourd'hui, un numéro spécial sur l'or. Je reçois pour en parler mon binôme de l'émission, Olivier Pichon. Bonjour. Bonjour Pierre. Olivier, pour nos téléspectateurs, ils vous connaissent, mais peut-être qu'ils ne savent pas ce que vous avez fait dans le passé. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé d'économie, docteur en histoire. Vous êtes aussi journaliste pour Présent et pour Politique Magazine, ainsi que pour le site Euro-Liberté. Vous nous présentez aujourd'hui cet ouvrage, édité pour la première fois en mars 1926, écrit par les professeurs Mestre et James, de l'or à la monnaie papier, le changement d'air, et c'est édité au Jardin des Livres, une maison tenue par un certain Pierre Jovanovic. Absolument. Première question, Olivier, donc cet ouvrage traite du standard or. De quoi parle-t-on? Alors, en réalité, il ne traite pas du standard or, mais il est le récit d'un procès qui a été fait par des épargnants français au lendemain de la Première Guerre mondiale pour récupérer leurs assurances vie ou leurs assurances ou leurs contrats en or. Et j'ai préfacé ce livre en faisant l'histoire du standard or et ce qu'il en était advenu au lendemain de la guerre. Alors il faut savoir que c'est très simple, c'est pour ça que j'ai appelé ça le changement d'air. En 1919, nous entrons dans une période qui va être celle dans laquelle nous sommes toujours. C'est-à-dire que, grosso modo, pour faire très court, la monnaie n'aura plus d'assises métalliques. Elle sera fabriquée à discrétion du Trésor public, enfin de l'État, dans des proportions plus ou moins grandes, évidemment. Donc c'est-à-dire qu'avant, on pouvait aller à la banque avec notre billet et dire Absolument. « moi je veux mon petit morceau d'or contre la valeur qui est indiquée sur le papier ». Absolument. C'était possible de le faire, à condition évidemment de disposer de suffisamment de coupures papier, car le billet existait bien avant la rupture du papier avec l'or. Mais le problème de la guerre de 14, c'est qu'elle a coûté tellement cher en sang, en hommes et en matériel, que le stock de monnaie émis pour financer la guerre a été évidemment hors de proportion du stock d'or disponible. A dépassé le stock d'or. Dans des proportions, mais plus que dépassé. Et pendant ce temps-là, ce stock d'or partait pour les États-Unis. Parce que les États-Unis vendaient du matériel, et en 1919, le stock d'or monétaire américain est déjà de 45% du stock d'or mondial. Et en 1945, il sera de 70% du stock d'or mondial. Alors, le procès les procès dont il est question dans le livre sont des procès qui ont été faits par les épargnants pour récupérer en or le contrat qu'ils avaient souscrit en or. Et les juristes analysent évidemment cette disposition et leur donnent raison. Il y a un procès très célèbre de la New-Yorkaise qui... On y reviendra au cœur de l'entretien, Olivier. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu des mérites de ce système du standard or avant la Première Guerre mondiale. Comment ça marchait? Quels étaient les mérites? Alors, ces mérites sont très grands, bien entendu. Cela étant, il faut être honnête, dans l'histoire de France, ne serait-ce que l'histoire de France, on n'a pas toujours respecté cette référence à l'or. Le roi, par exemple, a très souvent maquillé les pièces pour réduire la teneur en or. C'est ce que le très grand évêque économiste du XIVe siècle, Nicolas Orem, appelait le morbus numericus. Le roi trichait déjà avec son émission monétaire. Et il y avait moins d'or qu'indiqué. Si vous voulez, c'est toute la différence qu'il y a entre une monnaie frappée et une monnaie pesée. Bon, une monnaie frappée peut ne pas avoir le poids d'or indiqué, vous voyez. Bon, mais c'est une bonne vieille tricherie très ancienne dont l'État ne cessera d'abuser, que ce soit en monarchie ou en république, de toute façon. Mais le gros avantage de l'état-or, c'est que vous savez ce que vous avez dans votre poche. Si vous voulez, l'expression populaire « monnaie de singe », très connue, eh bien, généralement, les gens ne savent pas toujours de quelle monnaie il s'agit, mais savent très bien qui est le singe. Et le singe, eh bien, c'est celui qui est trompé par une fausse valeur. Alors,
que fallait-il faire en 1919 ? Si on s'était employé à dégonfler l'énorme masse de monnaie fiduciaire qui avait été émise, puisqu'on avait créé le cours forcé, c'est-à-dire que vous étiez obligé d'accepter les billets de toute façon, sans pouvoir les convertir en or. Si on avait dégonflé l'énorme masse de billets en circulation, on aurait connu une crise économique sans précédent, une déflation. Si vous voulez, la monnaie, quelle que soit sa forme, c'est comme le sang dans l'organisme. Si vous ponctionnez une énorme quantité de sang, eh bien le malade, il va être anémié. Voilà. Donc on risquait la déflation. Mais on n'a pas échappé à l'inflation. Entre deux mots... Vous évoquez, Olivier, les impasses, les problèmes que peuvent recouvrir la monnaie papier. Les Français l'avaient déjà expérimenté avec les assignats à l'ère de la Révolution française. Pourquoi ça peut ne pas marcher ? Bien, il y a eu les assignats de la Révolution française et puis il y a eu la tentative de Lawes, au début sous la Régence, de créer une monnaie papier. Eh bien, tout simplement parce que le référent pour... la monnaie de l'or, c'était l'or. Mais là aussi, on a abusé. On a fait du morbus numericus. On a créé beaucoup trop de monnaie en circulation et qui ne correspondait plus au stock d'or. Il a suffi que que la confiance se perde. Dès lors que la confiance se perd, immédiatement les gens vont demander leur or. Or, il n'y avait pas assez d'or correspondant à la quantité de billets émise. Alors, pour ce qui est des assignats, le référent n'était pas l'or, bien sûr, c'était les propriétés du clergé. Soit dit en passant d'ailleurs, l'appropriation par la Révolution des propriétés du clergé a créé une misère épouvantable en France. Parce qu'en réalité, les biens du clergé pouvaient engraisser quelques moines corrompus et quelques évêques non convaincus de leur mission, mais ils remplissaient une tâche qui est celle de la sécurité sociale aujourd'hui. Et lorsqu'on a privé les Français de cette solidarité, ou de cette charité, il y a eu une misère épouvantable, qui a duré jusqu'au Directoire, même jusqu'à Napoléon. Mais donc, les assignats ont été émis en trop grande quantité. On trouve encore chez les antiquaires, d'ailleurs, des masses d'assignats qui se vendent... pour... Près du papier, quoi. Oui, mais pour l'amusement, pour l'amusement, en réalité. Alors, vous évoquez évidemment précisément, Olivier, l'abandon du standard or que vous qualifiez de changement de grande ampleur. Et donc, ça s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. J'aimerais que vous reveniez un petit peu techniquement sur ce qui s'est passé. Je vais y revenir, mais auparavant, je voudrais quand même rendre un hommage à un personnage qui est totalement méconnu, qui a été un grand ministre des Finances et qui s'appelle Gaudin. Gaudin était le ministre des Finances de Bonaparte et de Napoléon. C'est lui qui a créé le franc germinal en 1803 avec son équivalent or. Et ce franc germinal a duré de 1803 à 1900. Alors, disons 1914, mais surtout 1919. Alors, pour répondre à votre question, en fait, le problème, c'est que le franc se déprécie sur les marchés parce qu'on voit bien qu'il n'y a plus d'équivalent or, que la France ne sera pas capable d'en assurer le paiement en or, et les Anglais n'ont pas, une fois encore, rendu de très grands services à la France en cette matière, parce qu'ils ont rétabli très vite la convertibilité or de la livre sterling, et cette action a été entreprise par le chancelier de l'échiquier de l'époque, c'est-à-dire M. Winston Churchill. Ça a été une catastrophe pour l'économie anglaise, puisqu'il a fait plonger l'industrie. Les prix anglais étaient trop chers. Exprimés en livres convertibles en or, ils étaient trop chers. Et ça ne durera que 6 ans, puisque en 1931, la livre sera suspendue de sa convertibilité or, et ça va provoquer un cataclysme comparable à un autre cataclysme que nos compatriotes connaissent mieux, c'est celui de 1971, lorsque Nixon suspend la convertibilité hors du dollar. Même cause, mêmes effets, stock de dollars émis sans proportion avec l'assise métallique. Il faut dire aussi que le général de Gaulle y avait œuvré, car sur les conseils de Jacques Rueff, il demandait systématiquement la conversion des dollars
engrangée par l'économie française. À l'époque, la France exportait, elle avait un excédent de son commerce extérieur, elle avait moins de 100 000 chômeurs et un taux de croissance de 5,5%. Bon, on peut rêver. Mais, ce faisant, la France était capable de demander à l'Amérique de lui payer en or les dollars qu'elle détenait au titre de ses exportations. Et on a vu le stock d'or fondre, pas seulement à cause des Français, c'est surtout parce que l'émission de dollars était excessive, notamment à cause de la guerre du Vietnam, qui coûtait très cher à l'Amérique. Et ces deux grandes catastrophes ont contribué à nous faire le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire une monnaie sans assise. Alors justement, Olivier, vous l'évoquez, après la Première Guerre mondiale, le ministre Raymond Poincaré va rétablir le président standard du Conseil, or, oui. Exactement, donc l'équivalent du Premier ministre du gouvernement. Il va donc rétablir ce standard or, mais à minima, voilà. Et cela à la demande des Anglais. Vous parlez un petit peu de soumission du ministre à l'égard de l'Angleterre. Il faut savoir quand même que la City de Londres, à l'époque, était toute puissante. Et il faut comparer la City des années 20 à Wall Street, des années de nos années. Ouais. Et c'est en réalité à Wall Street, dans la City, que se décide l'essentiel de la vie financière et de la politique financière mondiale. De même et de la politique monétaire. Voilà, et de la politique monétaire. Alors, cela étant, Poincaré, vous l'avez dit, à minima. C'est-à-dire qu'il va redresser le franc, mais pour 1/5 de la valeur du franc germinal. L'équivalent or n'était plus que d'1/5 de sa quantité d'or. Donc il a achevé le standard or, on peut le dire. Il l'a sauvé. Il a gardé l'esprit, mais bon, c'était pour ça, quoi. Mais d'un autre côté, il a permis à la France, qui se remettait de la terrible blessure de 1914-18, il a permis à la France d'exporter, de réexporter parce que son franc était moins cher et d'obtenir quelques gains à l'étranger, de telle sorte d'ailleurs que la crise engendrée par le krach de Wall Street de 1929 ne se fait sentir en France qu'au début des années 30. Oui. Mais elle sera accélérée par, alors justement, la suspension de la convertibilité hors de la livre, la dévaluation de fait de la livre, puis celle du dollar en 1933. Alors, vous l'évoquez, Olivier, justement, l'abandon partiel de ce standard or va mener la France à faire davantage d'exportations, mais quelles vont être les autres conséquences de ce quasi-abandon du standard or? Le problème, c'est que certains des débiteurs des épargnants français qui avaient des contrats libellés en or, se sont dit, belle aubaine, nous n'allons pas rembourser les assurances vie en or, nous allons les rembourser en monnaie. Et il y a eu des procès qui ont été consignés dans ce livre, et ces procès nous sont racontés par nos deux juristes. Alors justement, évoquer un petit peu ce combat judiciaire qui s'est livré entre donc les épargnants d'un côté et la justice de l'autre. Ouais. Quelles ont été les conséquences de ce combat judiciaire? Qui l'a gagné? Globalement, c'est quand même les épargnants français. Mais attention, nous sommes dans une période où Keynes commence à faire parler de lui. L'économiste britannique. Voilà. Keynes parle à propos de l'or, de reliques barbares. Et il va... Pourquoi est-ce qu'il parlait de reliques barbares? Parce qu'il considère que l'économie, c'est pas l'or. Bon. Alors... L'économie, pour lui, c'était la production? Oui, sauf que... C'était pas la valeur intrinsèque. Sauf qu'il va inventer une des pires idées qui soit, cheap money. Il faut que la monnaie soit à bon marché, parce que ça favorise les investissements et la consommation. Bon. Or, aujourd'hui, nous avons de la monnaie à bon marché, fabriquée à tour de bras par ce qu'on appelle en anglais le quantitative easing, voilà, c'est-à-dire la planche à billets. Voilà. Or, ça ne nous crée pas de la croissance. Et c'est ce que, d'ailleurs, Olivier de Lamarche, c'est ce que Charles Gave, c'est ce que Pierre Jovanovic démontrent à longueur d'antenne. La dette, c'est-à-dire la fabrication de monnaie. Je m'endette, mais ma dette est alimentée par de la fabrication monétaire. La dette ne crée pas de croissance. Je m'endette pour faire de la croissance. Voilà. Je suis obligé de m'endetter pour fabriquer de la croissance. Voilà. C'est ainsi, par exemple, que Olivier de Lamarche montre qu'aux États-Unis, en 2018, pour 7 $ de dette, on a produit 1 $ d'augmentation de PIB. Bon, il y a un problème. Il y a un vrai problème.
en général, la croissance, elle ne vient pas de la dette. Donc nous sommes, et c'est un peu l'aboutissement de ce qui s'est passé, puisque désormais, les États sont dispensés de toute référence à l'or. Et c'est pour ça qu'il se trouve pas mal d'économistes qui sont de familles différentes. Certains sont plus libéraux, d'autres moins libéraux, mais Philippe Simoneau dit aussi qu'il est très possible de revenir à l'or. Philippe Simoneau qu'on a déjà accueilli sur ce Bien sûr, d'ailleurs déjà accueilli sur ce plateau. Qu'on peut revenir à l'or pour assurer. Alors, il y avait quand même une autre technique qui a été mise au point. On pourrait revenir à l'or, Philippe Simoneau explique qu'on pourrait revenir à l'or aujourd'hui. Oui, absolument. Mais dans quelles conditions ça pourrait se faire? Dans des conditions qui feraient qu'il y aurait, par exemple, à côté, d'ailleurs, c'est un peu le cas, chaque pays, et la France est plutôt bien classée. Elle a un stock d'or encore assez conséquent. On serait capable d'avoir une monnaie en France, des billets, des pièces qui seraient adossées au stock d'or français. Voilà. On en a assez pour coup. Pas totalement, puisque de toute façon, si vous voulez, depuis les années que je décris dans cette introduction, depuis la conférence de Gênes de 1922, on a admis qu'à côté de l'or, on pouvait stocker des devises. Alors on ne va pas stocker évidemment des francs CFA, bon, parce qu'ils n'ont aucune valeur. Mais par exemple, à un moment, l'euro a pu jouer ce rôle de devise. De moins en moins. Mais par exemple, l'euro avait atteint 30% des réserves. Bon, maintenant, il est inférieur à 20%. Mais on peut stocker des devises à côté de l'or. C'est ce qui avait été décidé à la conférence de Gênes en 1922 pour remédier au formidable désordre qui avait suivi, en termes monétaires, qui avait suivi la guerre de 1914. On pourrait donc augmenter le stock d'or et disposer dans nos réserves, augmenter aussi les réserves de devises. Mais le problème, c'est la dollarisation du monde. C'est que la seule devise qui vaille malgré tout, et malgré ce qu'est devenue l'économie américaine, c'est encore le dollar. Pourquoi? Parce que la plupart des contrats d'emprunt, la plupart des règles en matière de monnaie, de financement, tout est en dollars. sont surtout selon le droit américain, ce qui fait de fait une domination américaine. Vous reprenez, Olivier Pichon, les explications de l'économiste et philosophe Friedrich Hayek, les termes selon lesquels le niveau de complexité, je le cite, atteint par nos sociétés est le produit de forces spontanées. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Alors, ce qu'il veut signifier, c'est qu'il y a une différence entre le droit et la législation. C'est-à-dire que les hommes inventent des solutions par la méthode des essais-erreurs. On essaye ça, bon, ça marche pas, on essaye ça, ah, ça marche, on va. Ça, c'est le droit. Et le droit préexiste à la législation d'État. La législation, c'est l'État, c'est Godin qui dit, 1803, le franc germinal vaut tant en or. Oui. Mais qui est-ce qui crée le droit? Vous parlez du droit naturel? Alors, prenons un exemple très simple. Justement, puisque nous sommes dans le domaine de la monnaie, nous avons vu, tout au long de l'histoire médiévale et moderne, des villes, des monastères, des évêchés créer des entreprises, créer leur propre monnaie. Dès lors qu'elle est acceptée, spontanément, on peut créer. Michelin, par exemple, au XIXe siècle, avait créé une unité monétaire de Michelin qui se prenait dans les magasins de Clermont-Ferrand. Il était accepté, vous pensez donc. Alors, Michelin jouait le rôle de banquier, puisqu'il était le payeur ultime des créances que ses employés déposaient en bons Michelin. Mais on a vu des... Or, le Bitcoin, on peut penser ce qu'on veut du Bitcoin. J'ai entendu le pire et le meilleur sur le Bitcoin. Mais le Bitcoin est une monnaie spontanée. C'est une monnaie qui se crée entre les individus. Alors, qui suppose évidemment une armada d'ordinateurs, comme vous le savez, la blockchain, la fameuse blockchain, mais malgré tout... Et puis un encadrement juridique aussi, certainement. Ah mais justement, c'est ça le problème. Faut-il... Alors, l'État viendra toujours mettre une législation sur un droit. Vous voyez, mais c'est ce que montrait très bien Hayek. Droit, législation et liberté. C'est un de ses grands livres, avec La route de la servitude, qui en est un autre. Et il montre très bien qu'il y a une certaine spontanéité du droit. Alors bien sûr, sur ce plateau, nous avons fait venir des économistes ou des philosophes, comme Alain Benoît, qui ne croient pas beaucoup à cette spontanéité de l'organisation des hommes, et qui croient beaucoup plus à la loi
à la législation. Il reste que il y a des libertés qui sont... Vous savez, Orem disait, ce grand évêque économiste du XIVe siècle, un type extraordinaire, fascinant, il disait, vous savez, la monnaie n'appartient pas au roi, elle appartient au peuple. Vous voyez ? Ah, vous allez vous faire des ennemis, là. Ah, je sais pas. Peu importe en l'occurrence, mais je pose des questions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner à réfléchir, de donner à penser, vous comprenez ? Pour le reste, chacun fera sa philosophie. Voyez, mais je crois que c'est très vrai, ça. Alors, et je rappelle que le franc, d'ailleurs, n'a pas... Le franc germinal, l'appellation franc n'est pas de Gaudin. C'est le roi Saint-Louis qui a, pour la première fois, créé un franc. Bon, donc vous voyez que ce n'est pas tout à fait nouveau. Cela étant, il faut rendre hommage quand même à l'œuvre de Gaudin. Gaudin il a été complètement éclipsé par la personnalité de Bonaparte et Napoléon. Mais il fait partie de ces générations de grands serviteurs de l'Empire qui n'ont pas été sans mérite, il faut bien le dire, hein, comme certains généraux aussi. Terminons, Olivier, avec une époque plus contemporaine, avec le début des années 90. Vous expliquez que les gouvernements ont provoqué un gonflement de la masse monétaire et de la dette, alors qu'on était en plein temps de paix, de la même nature, à la même hauteur absolument. Que pendant la guerre 14-18. Comment vous expliquez qu'il y a eu ce gonflement de la masse monétaire et de la dette à ce moment-là? Eh bien parce qu'ils se sont donné les moyens de le faire. C'est-à-dire que, par exemple, le fameux QI, Quantitative Easing, assouplissement monétaire, facilité monétaire, qui a été accordé par la BCE à elle-même, et vient en violation de tous les traités. Ce que fait la BCE depuis 10 ans, ce que fait M. Draghi. En violation de ses propres statuts. Absolument, absolument. Mais quel était l'intérêt de ce gonflement? Alors, il rachetait les obligations aux États et aux banques et gonflait le bilan de la BCE, de tout cela. Ce qui est une façon, en contrepartie, d'injecter de la monnaie. Alors, il y a plusieurs... Et injecter de la monnaie, qu'est-ce que ça fait? On retombe sur mon explication précédente, à savoir qu'on veut lutter contre la déflation. Qu'est-ce qui s'est passé? Un petit peu d'histoire rapide. Nous avons vécu des années 60... Bon, j'ai parlé de la croissance très forte des années 60. Nous avons vécu des années 60 aux années 85, 90 à peu près, une croissance inflationniste. Bon. De hausse des prix. Voilà. Et la hausse des prix était en raison inverse du chômage. C'est-à-dire que on avait moins de chômeurs et plus de hausse des prix. Mais à un moment, tout le monde a dit il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce qu'on perd en compétitivité, parce que l'inflation est aussi une façon de dérober du pouvoir d'achat aux gens. Hein, nous sommes bien d'accord. Hein. Et ça peut même, pour ceux qui ont des revenus fixes, comme les rentiers, eh bien, l'euthanasie des rentiers. C'est une expression de Keynes. Ça. Bon. Alors, on a voulu lutter contre l'inflation. C'est le moment, 85-90, où on entre dans la globalisation. Donc là, on est sous François Mitterrand, en tout cas en France. Voilà. La globalisation, c'est la concurrence maximum. Or, l'inflation, c'était les prix et les salaires qui se couraient après. On augmentait les prix, du coup, les syndicats demandaient l'augmentation des salaires, mais comme il y avait augmentation des salaires, il y avait augmentation des prix. C'était bon. Mais à l'époque, les syndicats étaient forts, et puis on vivait dans une économie relativement fermée. Dès lors que nous globalisons l'économie, il y aura toujours un pays pour offrir des salaires plus bas et exercer une concurrence. Concurrence des salaires, concurrence des prix, de telle sorte que la globalisation a été désinflationniste. Alors, du coup, on tombe dans l'autre risque pathologique, qui est la déflation. Car de la désinflation à la déflation, alors c'est l'anémie des prix, c'est des marges faibles pour les entreprises, c'est des salaires qui n'augmentent pas. Donc plus de croissance. Et plus de croissance. Donc qu'est-ce qu'on fait? On injecte massivement de la monnaie par le truchement du quantitative easing, voyez, de la fabrication de monnaie par la Banque centrale. Et ça ne donne pas grand-chose. Car en Europe, par exemple, la croissance est relativement faible, et si elle se combine à une récession, on va retrouver l'inflation, on va retrouver, en tout cas, des pertes de pouvoir d'achat conséquents. Et malheureusement aussi, il y avait une fuite dans le circuit. C'est que ces injections massives de capitaux
ont servi les hedge funds, les banques, les très grosses sociétés financières internationales qui font absolument la loi en la matière. On n'a pas mesuré combien la globalisation avait changé le capitalisme. Ça n'est plus du tout le bon vieux capitalisme des actionnaires de papa, les OPA, les investissements, tout ça. C'est le capitalisme des financiers maintenant. Avec, comme l'avait annoncé Marx, on peut le dire sans être marxiste, eh bien, un effet de concentration au bénéfice des hedge funds qu'on n'a pas encore mesuré, mais qui est colossal. Colossal. La logique capitaliste est de plus en plus, j'allais dire concentrationnaire, mais le mot n'est pas tout à fait celui-là. Olivier Pichon, je rappelle donc le titre de l'ouvrage que vous avez préfacé, De l'or à la monnaie papier, le changement d'ère 1914-1939. C'est édité par le Jardin des Livres de Pierre Jovanovic. Olivier Pichon, merci. Merci Pierre.